Bonsoir tout le monde. Et à tous. La troisième soirée de la semaine de pêche à la mouche. Mon nom est Normand Fizette et je suis le président de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Cette soirée, elle est possible, rendue possible en fait, grâce à nos partenaires qui sont le ministère Forêt, Faune et Parcs, Yeti, les mouches Neptune, les produits Timberfins, la Distillerie de Québec et WSP. Ce soir, on reçoit Raphaël Magnan, qui est copropriétaire des mouches Neptune. Mais il ne viendra pas nous parler de mouches ce soir. Il vient nous démystifier, en fait, les cannes à moucher. Mais avant tout ça, comme d'habitude, à tous les semaines, Christophe, de la Distillerie de Québec. Bonsoir, Normand. Le moment que j'apprécie. C'est l'heure de l'apéro. Dès le départ, l'apéro. Ben oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu nous brasses? Qu'est-ce que tu nous mixes aujourd'hui? Écoute, au début de la semaine, on a fait la vodka. Hier, on a fait le rhum. Aujourd'hui, on tombe dans le gin. Le gin, c'est un des spiritueux les plus populaires au Québec. Au Canada, d'ailleurs, la consommation de gin par capita, c'est au Québec qui est le plus élevé. C'est pas surprenant, on a beaucoup de choix sur le marché. Ce soir, le cocktail qu'on fait, c'est un Basil Smash à l'orange. OK. C'est quoi ce cocktail-là? Écoute, dans notre beau monde, il y a des compétitions de cocktails, ça s'appelle Tales of the Cocktail. Mixologues, à chaque année, arrivent avec leur création. OK. Puis, ce qu'on fait ce soir, c'est une adaptation d'une création qui a été faite à Hambourg en 2008. C'est un cocktail relativement récent. OK. Et on va le modifier un petit peu pour s'adapter à notre gin très carré, qui est un profil floral fruité, avec des agrumes. Donc, on va aller chercher un petit peu de jus d'orange dans la recette pour mettre en valeur cet agrume-là dans le gin. OK, parfait, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient? On a un 3/4 d'once de sirop simple. Sirop simple, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut faire très simplement à la maison. D'où le nom. D'où le nom, il faut que ça soit simple. Tu fais ça à la maison, tu vas prendre une demi-tasse de sucre, une demi-tasse d'eau. Tu mets ça dans un petit chaudron, tu fais juste frémir pour faire fondre le sucre. Tu mets ça dans un petit pot maçon, tu gardes ça au frigidaire, puis tu peux faire tes cocktails. Ça ne se redépose pas une fois fondu? Ça... Non, c'est ça. OK. Fait que ça se conserve à peu près 2 mois. L'avantage, c'est que quand tu fais un cocktail, bien, comme le sucre est déjà dissous, il est beaucoup plus facile à travailler encore. Oui, tout à fait. On a après ça un 3/4 d'once de jus de citron frais, celui-là. 1/4 d'once de jus d'orange frais. On a 2 onces de gin et on a un mélange d'une vingtaine de feuilles de basilic, de coriandre et de menthe. OK, c'est un mélange. C'est un beau fancy. Ah oui, tout à fait. Donc, on va commencer par quoi? On va écraser un peu nos feuilles avec un pilon. La coriandre, oui. Il y a des gens qui n'aiment pas la coriandre. Moi, je mangerais ça dans mes céréales, la coriandre. Ça, je n'ai jamais essayé, ça. Donc, on va verser notre sirop. Notre jus de citron. C'est toutes des choses qu'on peut faire facilement à la maison. Tu sais, les gens, le basilic, ça pousse dans le jardin, puis ils disent qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais faire un cocktail. On va en faire pousser à cette heure. C'est ça. Donc, on passe ça au shaker. Pour bien mélanger. Puis, on va faire une double filtration. Double filtration. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui est petit qui risque de passer dans la première étape? Ben ça, c'est tous tes petits morceaux de basilic que tu as broyés. Là. Ah, OK. Donc, ça assure que tu as quelque chose de très clean. Donc, Basil Smash à l'orange. Un drink très estival, même s'il annonce très froid cette nuit. C'est pas grave. Bon appétit. Et j'y goûte. Santé tout le monde. Faut que c'est bon. C'est très bon. Ouais. Comme l'autre soir, je le garde. C'est correct. Ben, merci beaucoup. Super intéressant. En fait, ce que je trouve intéressant depuis le début de la semaine, j'étais pas là hier, c'était Myriam, notre directrice générale, qui était là, mais quand même, même chose.
c'est que les drinks que tu nous as présentés, ils sont hyper faciles avec des ingrédients qui sont accessibles à tous et faciles d'accès. Puis, effectivement, en tout cas, les deux que j'ai goûtés à date, là, ça goûte le ciel, là, honnêtement. Là. Ben, en fait, c'est ça. Les cocktails, on peut faire ça facilement à la maison avec des ingrédients qu'on a. C'est pas une science qui demande des années d'études. Il faut se prendre la tête à tous les soirs pour dire Non, comment c'est je fais ça. mon cocktail. Il y a un paquet de recettes qui existent sur Internet. On les adapte, puis c'est correct si on modifie des recettes. Mais par curiosité, là, on parle, vous avez une coupe de gin, vous avez un rhum et une vodka. Votre procédé, est-ce qu'il part toute la même base de fermentation, puis après ça, c'est des modifications que vous faites avec l'alcool de base, si on peut dire ainsi? En tout cas, je ne sais pas si tu peux Ben, tout à fait. partager En fait, un peu là-dessus, ben, si c'est des secrets. ben, chaque distillerie a ses propres secrets Oui, professionnels. j'imagine, oui. Mais pour nous, on est très transparent quant au procédé général de fabrication. Puis chaque alcool, dans le fond, c'est un peu une recette, un procédé différent. Dans le cas du gin, nous, on le travaille un peu comme un parfum. C'est-à-dire qu'on part d'une base d'alcool neutre, Oui. qu'on va parfumer. Comme la vodka qui est un peu. La vodka et le gin sont des proches cousins. OK. La différence avec le gin, c'est qu'on va venir le parfumer avec des huiles essentielles qu'on va extraire à partir de nos aromates. Fait que notre recette d'aromates, on a, dans le cas du trait carré, 14 aromates qu'on va chercher. Ah, quand même. La moitié viennent du Québec, la moitié viennent d'ailleurs, des pays chauds. Et on va distiller ces aromates-là pour en extraire les huiles. Fait que c'est comme ça qu'on vient parfumer. OK. Ah, ben, c'est super intéressant. Ben, écoute, merci encore une fois. C'est clair que ça agrémente mes soirées là, en débutant comme ça. Là. Mais avant de partir, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que vendredi matin, nous allons effectuer un tirage parmi, en fait, tous les gens qui ont été présents aux soirées de la semaine. Et puis, le tirage consiste en un sac Yeti. On a aussi je vais passer le tapis, un tapis de cuir, un tapis de montage de mouches en cuir de Timber Fins. On a aussi deux ensembles de Saumon Québec qui consistent en un chandail, une casquette, un sac étanche et un membership d'une année à la FQSA. Et le clou de tout ça, c'est les deux gins. On a un duo de gins, gracieuseté de la distillerie de Québec. Fait que bon, le gin, en fait, le très carré que je bois ce soir, qui est, je vais le répéter, la différence entre les deux gins. En fait, on a deux gins qu'on appelle à l'interne le jeune et le vieux. OK. La différence, ici, on est sur un dry gin très classique québécois. Ici, c'est son grand frère, c'est la même base aromate, mais on l'a travaillé différemment. Celui-là, on a fait un élevage en fût de whisky, du rail américain, pendant une période de 3 à 2 ans en small cask. Donc, ça vient d'une part colorer le produit, mais ça va métamorphoser le goût du produit. J'imagine, oui. Fait que le baril, ça fait des miracles. OK, bien, merci beaucoup. Alors là-dessus, en fait, je tiens à mentionner tout au cours de la soirée, il y en a qui ont des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat que vous avez du côté droit de votre application. Posez vos questions, écrivez-les à mesure. Et puis, Patricia, à la fin de la présentation de Raphaël, il va nous lire les questions. Il va y avoir une période de questions, en fait. Et puis, alors, sans plus tarder, nous allons aller rejoindre Raphaël Magnan pour démystifier les cannes à moucher. Bon, mais je ne sais pas si Raphaël, t'es prêt, t'es là?
Ah oui, salut Raphaël, comment ça va toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content d'être avec vous autres à soir. Cool, cool. Écoute, Raphaël, je mentionnais tantôt en fait, quand j'expliquais le déroulement de la soirée, tu es copropriétaire des Mouches Neptune. C'est une acquisition qui est quand même assez récente. Tu peux nous en Oui, parler un petit peu? Oui. ouais, effectivement. C'est une acquisition qui s'est faite en février 2021. Fait qu'effectivement, c'est récent. J'ai acheté cette compagnie-là avec mes deux partenaires, Benoît Farcy, qui était là plus tôt cette semaine pour monter des mouches, puis avec Éric Boulard, le propriétaire également de Shore Fishing. Et c'est cool. Non, ben, je le mentionne parce qu'effectivement, tu es, un des partenaires, en fait, les Mouches Neptune est un des partenaires de la semaine. Alors, je tenais à te donner quand même quelques minutes là, pour nous présenter un peu l'entreprise. Mais ce soir, comme je l'ai mentionné aussi, c'est que tu n'es pas ici pour nous parler de mouches, en fait. Tu es ici pour nous démystifier un petit peu les cannes à moucher. Alors, je te laisse aller. Tu es au courant de ta présentation. Euh, c'est très possible, en fait, c'est à peu près assuré que je vais intervenir de temps en temps, te poser des questions. Et puis, par la suite, à la fin de ta présentation, nous allons prendre des questions de nos auditeurs. Ça te va comme ça? C'est toi qui as le micro? Super, merci Normand. En fait, l'année passée, j'avais eu la chance aussi de participer à la semaine de la pêche, puis j'avais parlé j'avais fait une présentation sur les soies. Fait que je trouvais juste cette année que c'était une suite logique, évidemment, de parler d'une autre portion de l'équipement qui est essentielle pour un moucheur, qui est tout simplement les cannes à pêche. Donc, à soir, c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous partager mon écran parce qu'il va y avoir un petit PowerPoint. Comme normal l'a si bien dit, à la fin de cette présentation-là, ça va vraiment me faire plaisir de répondre à vos questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une demi-heure, 45 minutes, faire parler des cannes, probablement il y a des aspects que je n'aurai pas le temps d'aborder. Fait que prenez-la en note, puis on va pouvoir en discuter librement là, par la suite. Puis Normand pourra intervenir aussi à sa guise. Donc, à soir, on va en fait essayer de mieux comprendre les cannes à pêche. Ça peut être un peu complexe. Donc, au menu, on va, premièrement, pourquoi que c'est si important comprendre les cannes, les caractéristiques aussi d'une canne à pêche, puis on va les mettre en relation avec des facteurs qu'il faut considérer lorsqu'on vient pour choisir une canne. Ça, c'est très important. Et à la fin, comme je vous dis, il va y avoir une période de questions. Donc, c'est les caractéristiques qu'on va mettre en relation, je pense que ça va être intéressant. Au lieu de parler de chaque caractéristique de canne, je vais vous amener à vous poser des questions pertinentes pour mieux cibler votre choix. Donc, pourquoi comprendre les cannes à pêche? Bien, premièrement, c'est que, comme j'ai dit tantôt, la soie et la canne sont des éléments qui sont essentiels à votre équipement, encore plus que le moulinet, si je pourrais dire. Donc, plus que vous allez les connaître et les apprivoiser, un meilleur pêcheur que vous allez devenir. Euh, L'autre chose aussi qui est important, on va voir tantôt, on va parler d'action de canne. À mon avis, mieux comprendre la réaction de votre canne quand vous êtes en situation de pêche, bien, vous allez avoir plus de facilité à lancer avec. Ça va vraiment vous aider. Vous allez devenir un lanceur polyvalent qui sait s'adapter à son équipement et même à celui des autres. Probablement que vous êtes déjà retrouvé en situation de pêche ou est-ce que vous avez emprunté la canne à votre partenaire. Vous avez tout un peu déstabilisé de voir comment que l'action était différente de celle que vous utilisiez normalement. En sachant quelques aspects techniques d'une canne, des fois, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous ajuster rapidement. Ensuite, évidemment, ben, quand on les connaît mieux, on fait des choix plus éclairés quand vient le temps d'acheter. C'est un élément qui est très important. On s'adapte rapidement, ce qui fait qu'on a une concentration plus élevée. À mon avis, si on se concentre sur le poisson, ben, on pêche confortablement, puis vous allez prendre beaucoup plus de poissons, ça, je vous le promets. En passant, Raphaël, c'est ton petit rire que j'aime pas quand tu dis qu'on va prendre beaucoup plus de poissons. J'ai l'impression que tu avais un petit commentaire dans le derrière de la tête. Non, non, pas du tout. Mais en fait, c'est de là que tu me lances la balle. J'ai pas comme pas le choix de rentrer dedans, mais je cherchais des photos. Je voulais t'inclure un peu dans le PowerPoint, puis je voulais inclure des photos de toi avec un saumon qui était quand même assez récente, puis cette valeur, j'en ai pas trouvé. Fait que
Donc, on va commencer par énumérer un peu les facteurs qu'il faut considérer quand on va aller choisir une canne. Premièrement, le facteur principal que je vous dirais, c'est le premier qu'on va parler, c'est la grosseur des mouches. Souvent, on va associer le choix de la canne avec l'espèce. Oui, ça peut être vrai, mais principalement, le choix de la mouche est capital dans la grosseur de la mouche ou le type de mouche que vous allez lancer va être très, très, très important, va influencer le choix de votre canne. L'environnement aussi, c'est un aspect qui va être crucial pour sélectionner votre canne. On va voir tantôt. La distance, que tous les pêcheurs, que tous les lanceurs apprécient. La technique spécifique. Quand je parle de technique, c'est vraiment des techniques spécifiques qu'on va voir un peu plus tard. L'espèce de poisson, c'est un critère quand même qui est à considérer, mais surtout aussi sa grosseur. Et évidemment, vos habiletés de lanceur, ça a quand même une influence sur le choix de votre canne. Donc, comme je vous ai dit tantôt, un peu plus tôt, tous ces facteurs-là, on va les mettre en lien avec des caractéristiques que les cannes ont. Ces caractéristiques-là, c'est le calibre, premièrement. Quand je parle de calibre, c'est le poids de la soie qu'on va mettre dessus, qui varie de numéro 2 jusqu'à numéro 12 en général. La longueur de la canne, qui est un autre élément important. L'action, qu'on va en parler beaucoup plus en détail tantôt. Le matériel de fabrication, un point qui est parfois oublié, mais il ne faut pas oublier qu'il y a différents matériels de fabrication au niveau de la canne. Le type de canne, est-ce qu'on pêche avec une canne à une main, une canne switch, une canne spé? On va voir. Donc, on commence par le premier facteur, en fait, c'est l'influence des mouches sur le choix de la canne. À ton avis, Normand, est-ce qu'on ajuste la canne, si on pêche avec des toutes petites mouches, est-ce que tu utiliserais une canne plus lourde ou plus légère? Moi, j'aurais tendance à utiliser une canne plus légère, effectivement. Ben, effectivement. Puis, tu sais, je vais beaucoup mettre l'emphase sur le fait qu'il y a beaucoup de logique dans tout ce que je vais expliquer. Puis ça, c'est une base, en fait. Les questions qu'on a à se poser, la première, c'est quelle grosseur de mouche que je vais lancer? Est-ce que les mouches seront lestées? Et est-ce que la mouche va avoir une résistance face au vent? Ça, c'est les trois questions, normalement, quand vous devez vous sélectionner une canne. Les trois questions qui seraient pertinentes de vous poser. Si on les voit une par une, premièrement, plus que la mouche est grosse, plus que ça va prendre une canne qui va être relativement lourde pour réussir à transmettre l'énergie jusqu'à la mouche. Principalement parce qu'on va avoir besoin d'une soie plus lourde pour avoir un transfert de poids plus important. Donc, ça prend une canne qui est capable de supporter cette soie-là. Donc, on augmente le calibre de la canne. Donc, ça va avoir une influence directe. On parle souvent de grosseur de mouche, mais il ne faut pas oublier des fois qu'on a des toutes petites mouches ou des mouches de taille moyenne qui vont être lestées très, très lourdement. Là. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est exemple, vous allez pêcher à la chigan, une mouche qui est super populaire, qui est un clauseur minot. Selon la profondeur que vous allez vouloir présenter la mouche, des fois, on va lester la mouche très, 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 de façon assez importante. Donc, je ne pourrais pas, malheureusement, parfois la chigan se pêche très bien avec une canne numéro 6, mais avec ce closure-là, je ne pourrais normalement pas pêcher ça avec une canne numéro 6. Il va falloir que j'augmente un peu mon calibre. Peut-être une numéro 7 ou une numéro 8 va être plus adapté. Tout ça pour vous dire que parfois, ce n'est pas nécessairement la grosseur de la mouche, mais c'est le poids aussi que la mouche va avoir. Ensuite de En ça, fait, en fait, en fait, oui, Raphaël, ce que tu nous dis, c'est que si on a une mouche qui est lestée, justement, ou une mouche qui est plus grosse, plus pesante, c'est qu'avec une canne plus légère, en fait, c'est qu'elle finit par surcharger. Et puis à ce moment-là, ça vient en fait travailler contre la canne. Là. il ne faut pas oublier une chose, l'année passée, j'avais parlé beaucoup des soies. On se rapporte en fait toujours aux soies. OK? Si on voudrait vraiment dire, si on voudrait vraiment tout expliquer ça en détail, quand on a besoin de transporter dans l'air un plus grand poids de mouche, ben, on n'aura pas le choix d'utiliser une soie qui va être un peu plus lourde pour transmettre l'énergie. Donc,
pour supporter cette soie-là, ben, ça vient avec une canne qui est plus lourde, donc un calibre qui est relativement élevé. Je ne sais pas si j'ai répondu, à ta question. Oui, mais en fait, là, juste pour faire du pouce là-dessus, admettons que je suis sur un budget qui est limité, puis je me dis, ben écoute, j'aimerais ça prendre une canne qui est un peu all around. C'est sûr que de temps en temps, au printemps ou tard l'automne, j'aimerais ça utiliser des mouches là, de gros gabarit, sans nécessairement que ce soit lesté. Là, si on parle, par exemple, du saumon, une 2-0 ou quelque chose du genre. Mais que l'été, je sais très bien qu'en période d'eau basse, je vais pêcher avec de la mouche de la 12, peut-être même de la 14. Est-ce qu'il y a moyen de faire une genre de concession entre les deux, un équilibre, dire, ben écoute, quitte à, à changer la soie, mais pêcher avec la même canne? C'est vraiment une très, très bonne question. On a parlé de calibre, la caractéristique qu'on a parlé de la canne, c'est vraiment le calibre pour l'instant. Je m'en allais vous poser une question, c'est quels sont les autres équipements à ajuster en fonction de votre mouche? Puis ça va répondre à ta question. Parce que si je veux avoir, exemple, si je suis au saumon puis je lance comme tu dis, une mouche qui est 2-0, puis un peu plus tard dans l'été, quand l'eau va être la rivière va être en période d'étiage, ben, je vais utiliser des toutes petites mouches. Euh, Votre soie numéro 7 ou numéro 8 ou numéro 9 que vous utilisez pour le saumon va être quand même bonne. L'affaire qui va être très importante à ajuster, c'est votre bas de ligne surtout. C'est ça qui va faire que vous allez garder une présentation aussi qui va être convenable. En grossissant le diamètre de votre bas de ligne, vous allez réussir à lancer des grosses mouches. En ratissant le diamètre de votre bas de ligne, vous allez être capable de présenter des mouches de plus petite taille d'une façon qui est parfaite. OK. En fait, si je comprends bien, Raphaël, si j'ai une concession à faire, je suis mieux de faire un step up qu'un step down. Fait que si j'ai l'intention de, je ne sais pas, une fois de temps en temps, pêcher le bar rayé avec une mouche qui est plus lestée, des clauseurs, comme on disait, ben, je serais mieux d'aller vers une 8 ou une 9, puis à la rigueur, je m'adapte pour pêcher avec la petite mouche, que de prendre une canne numéro 7, que peu importe la soie que je vais mettre et le bas de ligne, je vais avoir de la misère à garnotter, comme on peut dire, une mouche qui est plus lourde. Puis, OK. une grosseur de mouche pour un pêcheur qui pêche strictement le saumon, une grosse mouche pour lui, c'est une mouche 2-0. Euh, pour un pêcheur de masquinongé, une grosse mouche, ça a 12 pouces, hein. Ça, il ne faut pas oublier. Tout Ouais, est relatif. effectivement. Donc, puis une petite mouche pour un pêcheur de truite, c'est le numéro 22, tandis qu'une grosse mouche, ça va être probablement la plus petite mouche à saumon qu'un saumonier a. Fait qu'il Oui, mais faut c'est faire clair attention. que dans l'exemple que je te donne, c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans les extrêmes. Là. Écoute, je voudrais avoir une canne qui pêche la petite mouchetée de lac, là, et puis en même temps, je veux pêcher le musky avec des leurres de 12 pouces, justement. C'est sûr que ça, à un moment donné, il y a comme plus de concessions à faire. Ça prend deux équipements différents. Là. Effectivement. Il y a des Fait- extrêmes. Les extrêmes sont difficiles à gérer, effectivement. fait- Euh, un autre facteur qui est important, c'est l'influence de l'environnement sur le choix de la canne. La photo, je la trouverais quand même appropriée. Si vous voyez, il y a comme des lianes qui pendent sur la rivière ou sur le ruisseau. C'est une photo qui a été prise récemment là, en Afrique à mon dernier voyage. Fait que je trouvais ouais, que ça se dit l'environnement bien. était Ça, particulier. ça se dit bien de même en passant. Hein? Ouais, c'est ça. C'est quasiment pareil comme au Québec, c'est juste qu'on entendait des singes en background crier. Fait que c'est quasiment pareil. Les questions à se poser quand on veut analyser l'environnement. Premièrement, est-ce que c'est un endroit restreint? Si je reviens en arrière, ben ça, c'est ça un exemple presque parfait d'un environnement restreint. Comme vous voyez, petite rivière, petit ruisseau, beaucoup d'arbres sur les côtés de la rivière. Donc, ce que ça me dit, c'est que je n'irai peut-être pas avec une canne qui est super longue. Je vais peut-être utiliser une canne relativement légère de 7 pieds et demi, qui va m'aider à affronter ce genre de situation-là. Euh, un autre facteur encore, quand je dis tout est relatif, c'est ça qui est un petit peu difficile des fois de tout présenter ça globalement, puis avec des règles bien précises. Mais un endroit, un endroit restreint au saumon,
versus un endroit restreint à truite, c'est deux choses complètement différentes. Si on parle d'un endroit restreint à truite, comme on a vu à l'autre photo, je vais utiliser une canne qui est relativement légère, peut-être une soie numéro 3, avec une longueur de 7 pieds et demi. Un endroit de restreint au saumon, ça va peut-être, je vais peut-être plus y aller vers une canne de 10 pieds, mais numéro 8. Pourquoi 10 pieds selon toi, Normand? En fait, pour justement se donner de la hauteur par rapport au niveau de l'eau, surtout quand on rentre dans l'eau. En tout cas, c'est de la façon que je le comprends, là. Ça pourrait être aussi pour faire du lancer spé avec une canne à une main, étant donné que j'ai un endroit qui est restreint avec des arbres qui sont proches de la berge. Fait que vous voyez à quel point que des fois, toutes les règles peuvent un peu se déplacer selon les situations. Un endroit restreint au saumon, j'aurais tendance à rallonger ma canne pour réussir à faire des lancers roulés. Tandis qu'un Ouais. endroit restreint à truite, j'aurais plus tendance à raccourcir pour avoir des présentations plus délicates puis plus appropriées. Un endroit restreint au saumon, ça pourrait être d'utiliser une canne switch, une canne spé qui est spécialement faite pour lancer, pour faire ce type de lancer-là. Comme vous le savez peut-être, avec une canne à une main, du lancer spé, ça se fait relativement bien, peu importe la soie. Un autre facteur qui est à considérer, est-ce que le vent est présent? Ça aussi. Euh, le, le vent, je vois ton sourire, Normand. Je suis certain que tu as une image de la pêche dans le sud quand tu essaies de lancer sur un bonefish. Alors, en fait, mes premières expériences dans le sud, puis je pense que pas mal tout le monde est pareil, là. Quand tu as pêché quelques années au Québec, que ce soit au saumon, whatever, tu arrives dans le sud, là, le vent là-bas est presque continu, puis c'est là que tu te rends compte que, bon, je pensais que je savais pêcher, mais je ne sais pas pêcher pantoute, là. Puis même si on se rapporte à quelque chose de plus américain, nord-américain, tu sais, j'ai été à la pêche au lac Saint-Pierre beaucoup cet été. Oui. Puis c'est similaire, tu sais, en plein milieu du lac, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il y a des forts vents, puis faut que tu deals avec le vent. Oui, il y a une portion technique qui va faire en sorte, si votre technique de lancer est bonne, ça va vous aider à affronter le vent. Mais l'autre facteur aussi qui va vous aider, c'est d'utiliser un calibre de soie qui va avoir assez de poids pour réussir à affronter ce vent-là. Donc, on peut ajuster le calibre de la canne, premièrement, en mettant une soie un peu plus lourde, par exemple, une canne un peu plus lourde comme une soie numéro 7, une soie numéro 8. Euh, Par contre, aussi, ce qu'on peut faire, c'est d'aller chercher peut-être des actions qui sont un peu plus rapides. Une action rapide va faire voyager, quand la canne va plier, elle va déplier beaucoup plus rapidement, elle va faire voyager la soie plus vite dans les airs, puis elle va permettre de couper le vent beaucoup plus facilement. Mais vu qu'on utilise le mot démystifier, une action rapide, moi, de la façon que je l'ai toujours compris, c'est que c'est une canne qui est un petit peu plus stiff, qui est un petit peu plus raide qu'une action moyenne. Est-ce que j'ai raison de penser ça? On va en parler un peu plus en détail des actions avec exactement c'est quoi que ça a l'influence au niveau du lancer un peu plus tard. OK. Mais ton feeling il est très bon. Une action rapide, c'est tout simplement que quand vous allez fléchir la canne sur le poids de la soie, ben, qu'elle va plier un peu plus sur le bout et non pas juste proche, plus près du liège de la poignée de votre canne. Donc, plus que l'action est rapide, moins qu'elle va plier quand vous allez charger votre soie. OK. Euh, Ensuite, il faudrait quand même que vous sachiez, est-ce que la présentation est un enjeu? La présentation, par exemple, peut être un enjeu au saumon quand on présente une sèche ou une noyée, on ne veut pas nécessairement qu'elle tombe rapidement sur l'eau. Euh, Est-ce que je vais pêcher de la truite dans un ruisseau ou est-ce que la truite va être super farouche? Ça, c'est complètement différent aussi. Un meilleur exemple où est-ce que la présentation n'est pas nécessairement capitale, ça peut être à la pêche au brochet ou à la pêche à la chigan. Donc, même si la mouche tombe sur l'eau de façon violente, la plupart du temps, ça va aider plus que d'autres choses la pêche parce que ça fait du bruit sur l'eau puis le poisson, il va attaquer. Euh, donc, si la présentation est importante, ce que je vous dirais, par exemple, pour la truite, c'est d'y aller avec une canne qui est peut-être pas trop rapide, qui va faire voyager la soie doucement dans les airs puis qui va se présenter de façon très naturelle. Fait que ça pourrait être très intéressant. Donc, comme vous voyez, selon la présentation que vous voulez avoir, ça peut être intéressant de jouer avec les actions, puis de jouer avec le calibre de votre canne aussi.
en principe, plus que le calibre de votre canne est élevé, la soie est plus lourde, fait que c'est sûr qu'elle va avoir tendance à tomber un petit peu plus vite sur l'eau. Elle a plus de poids, fait qu'elle est moins fine, si on peut dire. Mais Raphaël, une canne qui a une action rapide versus une moyenne, ça ne veut pas nécessairement dire que la canne moyenne est moins puissante. Si elle est bien balancée, j'imagine qu'on peut retrouver des puissances similaires. Ça aussi, il faut faire attention parce que on a des cannes d'action très rapides sur le marché, mais on a de plus en plus des soies qui sont de plus en plus lourdes. Les compagnies de cannes font des soies plus lourdes pour réussir à faire plier ces cannes d'action rapide-là pour compenser pour le moucheur qui est pas nécessairement capable de la faire plier à cause de sa technique. Donc, effectivement, le point que tu dis, souvent, c'est tout le mix le mix de la canne puis de la soie qui va faire en sorte qu'on va avoir un balancement, comme tu dis, puis que la canne ne sera pas surchargée sur le poids de la soie. Fait que ça, c'est un très bon point que tu apportes. Donc, les caractéristiques qu'on a impliquées là-dedans, ben, premièrement, il y a le calibre de la canne, la longueur aussi, puis le type de canne. Donc, puis le matériel de fabrication. Le matériel de fabrication, en fait, c'est normalement, la plupart des cannes sont en graphite. Quand vous allez tomber dans les cannes qui sont, par exemple, pour la truite, vous allez voir beaucoup des cannes en fibre de verre, puis même en carbone. C'est des actions qui sont relativement lentes, mais qui vont aider à avoir des présentations qui sont parfaites là, pour un match de hatch là, pour présenter une mouche à truite de façon parfaite. Là. Fait que ça peut être intéressant d'aller chercher ces autres matériels de fabrication-là pour avoir des actions différentes. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. Question bonus pour toi, Normand. Quelle est l'influence réelle du vent sur le lancer? Hey boy, en fait, dans ma tête, l'influence réelle, c'est c'est la restriction additionnelle, peu importe le sens du vent, qu'on met au niveau de la soie lorsqu'elle se déploie. Absolument. Puis, tu sais, pour revenir à ce que je disais tantôt, euh, plus que la soie est longtemps dans les airs, plus qu'elle a de chances de se laisser influencer par le vent. Donc, c'est pour ça qu'on va aller jouer quand on veut affronter des vents qui sont très forts, on va aller jouer avec l'action. On va une canne un petit peu plus rapide, puis le poids de la soie pour qu'il réussisse à fendre le vent, à réussir à affronter le vent d'une meilleure façon. Non, parce que tantôt, justement, je mentionnais là, la pêche dans le sud pour me rendre compte. Moi, j'ai toujours pensé que ma problématique, c'est un vent de face, mais j'ai vécu des problématiques avec des vents d'eau où la mouche elle revenait pas mal plus vite que j'anticipais. Puis et j'ai passé proche de me faire des piercings là, qui n'étaient pas nécessairement planifiés. Là. Puis le vent de face, c'est certainement le plus difficile pour présenter la mouche. Mais les deux vents les plus dangereux sont ceux-là qui viennent du dos, effectivement, pour le guide aussi. Puis Ouais. sur le côté de la main de la canne, quand il arrive du côté de la main de la canne, c'est dangereux pour vous. Vous pourriez recevoir la mouche par la tête. Là. Fait que ça, on fait attention à ça. Il y a des techniques, évidemment, qui existent pour éloigner la mouche de notre corps. Ça, c'est super important. Fait que, effectivement, c'est un bon point. Un autre facteur, la distance. Quand je disais que c'était le point préféré des mouchards, tout le monde veut lancer loin, tout le monde veut lancer toujours plus loin. Je pense que ce qui revient le plus dans mes cours de perfectionnement, c'est la personne arrive et elle dit je veux lancer plus loin. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on repart de la base puis on lance à 20 pieds puis on essaie de contrôler ce qui est à 20 pieds. Cet exemple-là m'amène à ce que je m'en vais dire. En fait, c'est à quelle distance, normalement, dois-je présenter ma mouche? C'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce que la plupart du temps, je vais avoir des présentations à courte distance, à moyenne distance ou à longue distance? Étant donné que tout est relatif pour chacun, ben, j'ai dit globalement ce que moi, je considère comme des lancers à courte distance, 10 à 25 pieds, moyenne 25 à 50, puis de longue distance de 50 à 85. À mon avis, Normand, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la plupart des captures au saumon se font entre 25 et 50 pieds
C'est le feeling que j'ai, moi, puis l'expérience que Oui, j'ai. bien, tout à fait, tout à fait. Puis l'autre chose, c'est que sur des grandes distances, souvent avec le courant de la rivière, et je parle même pas de présentation, c'est juste qu'est-ce que tu assois, puis le mouvement que moi je vais avoir par la suite, qui est beaucoup moins contrôlé, puis je suis pas sûr que ça donne nécessairement des résultats qui sont avantageux. Je dirais à n'importe qui pense qu'il lance à 90 pieds, d'aller dans un terrain de baseball, puis de mettre un tape, un, un ruban à mesurer sur le gazon, puis de mesurer, voir le lancer qu'ils sont capables de faire. Puis je pense que tout le monde va avoir des petites surprises sur leur perception de leur lancer de distance. Fait que ça, il faut faire attention. Là où est-ce que je m'en vais, c'est que, premièrement, à courte distance, ce que je veux, c'est des cannes qui ne sont pas super rapides la plupart du temps. J'aime mieux que ma canne se charge facilement à une distance de 10 à 25 pieds. Il ne faut pas négliger ces lancers-là parce que la plupart du temps, ces lancers de précision-là à 10 et 25 pieds sont plus difficiles à faire que ceux de 25 à 50 pieds. Si je retourne à mon voyage, là, quand j'étais à la pêche, v'là un mois en Afrique, on lançait la plupart du temps, il fallait faire des lancers précis, mais on lançait à peu près à 10 ou 15 pieds. Mais c'est super difficile de faire des lancers de précision à courte distance. En fait, sur bien des souhaits, ta tête n'est même pas sortie, là, fait que c'est sûr que ça doit augmenter la difficulté, là. Fait que si j'ai des lancers à courte distance, souvent la longueur de ma canne aussi, je vais la minimiser. Je préfère avoir une petite canne de 8 pieds peut-être ou 7 pieds, une petite canne de petit calibre. Souvent, ces lancers de courte distance-là s'appliquent à la truite. J'ai rarement vu des pêches à la chigan, au brochet, au saumon, où est-ce qu'on va toujours lancer de 10 à 25 pieds. À moyenne distance, ben là, on tombe souvent dans des conditions de pêche au saumon, en fait. Euh, Presque toutes les espèces nécessitent des lancers de 25 à 50 pieds. Euh, dans ce type de canne-là, la plupart de toutes les actions sur le marché peuvent s'appliquer facilement avec cette longueur de cette distance-là. Toutes les, toutes les cannes sont confortables, sans problème. À longue distance, par contre, c'est là qu'on peut considérer peut-être d'avoir une canne un petit peu plus rapide pour une canne à une main, ou peut-être tout simplement, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pêchez en rivière puis que vous voulez avoir des bonnes distances toute la journée, exemple en début de saison quand l'eau est très haute, ben, peut-être qu'une canne de spé pourrait minimiser vos efforts puis vous aider à affronter ce genre de situation-là. En plus, si on se met en condition de pêche au saumon, souvent on va pêcher avec des boucalants en début de saison puis des très grosses mouches. Des cannes de spé, ça peut être beaucoup plus facile d'utiliser ce genre d'engin-là, là. Ensuite, une autre caractéristique, c'est la technique ou l'espèce de poisson qu'on vise, qui est relativement important, qu'il faut se poser. Les questions, est-ce que j'utiliserai ma canne pour une technique spécifique? C'est là qu'on va rentrer un peu plus dans les détails, mais en fait, il existe des cannes qui sont faites spécialement pour certaines techniques. Le meilleur exemple pour ça, bon, oui, il y a les cannes de spé qui sont faites uniquement pour le lancer spé. Mais un autre bel exemple, ce serait les cannes de Nenfing. Pour faire exemple du Hero Nenfing, la plupart du temps, c'est des cannes de 10 pieds et demi, même 11 pieds pour faire ce genre de technique-là. Donc, si vous voulez vraiment utiliser une technique spécifique, peut-être y aller avec une canne qui est vraiment appropriée pour ce type de pêche-là. Ça va être plus facile de maîtriser la technique. Vous allez avoir surtout plus de plaisir en général. Ensuite, quelle espèce de poisson je désire pêcher? C'est super important. De la truite, de la chigan, du bonefish, du tarpon. Évidemment, j'ai mis un éventail d'espèces. La truite, normalement, c'est associé avec des cannes de plus petit calibre, numéro 2, 3, 4, 5. La chigan, normalement, numéro 5, 6, 7, parce qu'on utilise des mouches un petit peu plus grosses. Le bonefish, numéro 7, 8, 9, selon le vent qu'il fait aussi. Tarpon, c'est un autre monde. En fait, c'est des poissons qui sont normalement très puissants. Le musky aussi, fait qu'on utilise souvent des cannes numéro 10, beaucoup plus lourdes. Les mouches sont grosses au masquinongé, comme on a dit tantôt. Fait qu'on a besoin des cannes assez rigides. Le saumon, comme plusieurs le savent, numéro 7, 8, 9. Donc, on va jouer avec le calibre. Donc, c'est quand même des questions qui sont importantes à se poser, hein. Un dernier facteur qui est important, c'est le niveau technique.
C'est peut-être ce qu'on parle le moins quand on vient pour sélectionner une canne, mais c'est vraiment important. Tantôt, Normand, tu me posais des questions sur les actions de canne. Qu'est-ce que ça l'influence, selon toi, dans ton mouvement de lancer, l'action de la canne? Ben, encore là, ma façon de le comprendre, puis je suis un exemple parfait. Si je vais avec une canne qui a une action moins rapide, j'ai une petite mauvaise habitude. Là, j'étais un gars, j'ai joué à balle longtemps, puis j'ai l'impression, ben, j'ai pas l'impression, c'est clair que je force beaucoup trop. Fait qu'une canne, pour moi personnellement, une canne qui est une action moins rapide, j'ai l'impression que je la surcharge tout le temps. Puis la canne, elle ne travaille pas pour moi pantoute. Fait que je suis obligé d'aller vers des cannes qui sont peut-être un petit peu plus stiff, mais en même temps, c'est moi qu'il faut qu'il me corrige aussi à laisser travailler la canne puis pas forcer autant comme un gorille, là. Soir surchargé, c'est quoi pour toi surcharger une canne? C'est quel mouvement que tu fais? C'est-tu avec la force que tu appliques? Ouais, ben, c'est de la façon que je le comprends. J'ai l'impression que je pousse probablement trop, là. De la réponse, en fait. Sur votre lancer, ce que l'action va faire, en fait, c'est ce que vous devriez faire, c'est d'ajuster votre motion de lancer en la mettant plus ou moins vite selon l'action de la canne. Si on a une action qui est lente, vous allez probablement deviner que la soie va voyager moins vite. Si la soie voyage moins vite, ben, quand votre loupe va se dérouler en arrière, ça va prendre un petit peu plus de temps avant que la soie se déroule. Donc, votre mouvement va se faire doucement, votre pause va être plus longue. Quand vous allez revenir, votre accélération aussi va se faire doucement, puis votre pause en avant aussi va être plus longue. Contrairement à quand on a une action qui va être très rapide, ben, tout est plus rapide, ça le dit. Fait qu'on accélère, pouf, on repart tout de suite. Fait que des fois, ce timing-là est difficile à aller chercher de la part des moucheurs. Quand je parlais tantôt d'apprendre à sentir la canne puis à sentir son action, ben, c'est là que ça devient vraiment important. C'est d'ajuster notre motion de lancer selon la canne qu'on utilise. Souvent, les cannes d'action rapide sont très difficiles à faire plier. Fait que ça nécessite une accélération qui est beaucoup plus maîtrisée de la part du lanceur. Fait qu'une action, une belle accélération progressive, pouf, puis on arrête. Fait que les cannes d'action rapide sont très difficiles pour ça. Ils ne pardonnent pas beaucoup non plus. Fait que Hein? des fois, on dit souvent que ce n'est pas nécessairement un avantage de conseiller un débutant, par exemple, une action qui est très rapide. Je suis totalement d'accord avec ça. Normalement, je conseille plus une action médium rapide que rapide. OK. Mais Raphaël, dans le choix de canne, en tout cas à date, tout ce qu'on, tout ce que tu nous as parlé, là, super intéressant, mais encore une fois, je veux m'acheter une canne. On sait que si on veut acheter un produit quand même de bonne qualité, on parle c'est un investissement quand même important. Est-ce qu'on devrait anticiper là où on pense qu'on va être d'ici quelques mois, quand on a l'intention de pratiquer, puis vraiment de s'y mettre et ainsi de suite, plutôt que d'y aller avec notre niveau d'expérience au moment présent où on achète la canne? Question, en fait, de pas se ramasser dans une situation où dans un an, on trouve que, écoute, j'aurais pu acheter une canne peut-être avec une action un petit peu plus rapide, puis je m'en serais mieux sorti. Je ne sais pas si tu comprends ma question, là. C'était clair comme la vase, là, mais bon. Qu'on nous pose régulièrement pour le monde qui commence. Je pense que la réponse est relativement simple aussi. C'est tout simplement que oui, vous pouvez anticiper le niveau que vous allez atteindre dans les prochaines années. Si vous êtes certain de pêcher régulièrement, vous pouvez aller chercher une action qui est un petit peu plus rapide puis qui va être de pointe, que vous allez l'apprécier longtemps. Euh, Par contre, là, une médium rapide, c'est très, très, très polyvalent. Puis peu importe son prix, à la limite, si un jour vous voulez augmenter pour une action un petit peu plus rapide ou avoir une canne un peu plus haut de gamme avec plus de performance, ben ça va venir votre canne en backup. Puis si vous allez à pêche au saumon, une canne en backup, c'est très, très, très nécessaire. Fait que Dieu vous voyez, sait, Dieu sait qu'on a entendu un paquet d'histoires d'horreur, là.
de diverses sources là, où se sont retrouvés dans un voyage de pêche que ça fait des mois qu'ils planifient. Et tout d'un coup, il arrive une bad luck comme une porte d'auto qui ferme sur le bout de la canne ou quoi que ce soit, là. Puis à un moment donné, vous allez peut-être vouloir, si on sort de la pêche au saumon, mais exemple, moi, quand je pars à la pêche à l'estuaire, je ne sais pas quelle sorte, je ne sais pas l'humeur du poisson quand je vais arriver. Parfois, c'est nécessaire d'avoir une soie avec une canne avec une soie flottante, puis un autre avec une soie qui va être plongeante. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir 2 cannes éventuellement. Fait que si vous en avez acheté une puis vous en rachetez une autre qui est un peu plus performante, 2 ans plus tard, elle sera jamais perdue. Elle sera jamais perdue. Des fois, vous allez en avoir besoin de 2 de monter en permanence. Ça peut être juste parfait pour vous, là. Fait que OK. peut-être pas vous fait que je pense que la solution, c'est de pas trop voir dans l'avenir. Par contre, si le budget vous le permet puis que vous êtes à l'aise de vous payer une belle canne, c'est sûr que ça vaut la peine. OK. Raphaël, je te demanderais si possible, là, je ne sais pas, ici en régie, on a l'impression qu'on a un bruit, je ne sais pas si c'est quand tu te frottes les mains ou je ne sais pas où est ton micro ou si on ne voit pas ce qu'il y a sur ton bureau. Il y a comme un petit bruit récurrent qui arrive, puis on n'est pas capable de l'identifier. Je ne sais pas si ça vient de ton côté, là. C'est Ben, ben, arrête. Ben, arrête Je vais d'abord. essayer. Je vais essayer, désolé. Donc, ça répond-tu un peu à ta question, Normand? Quoi, au niveau du bruit? Non, au niveau Non, du non, choix non, de c'est la canne. parfait. C'est excellent comme réponse, là. Non, pour le moment, non, ça va. Oui, Mais c'est la ça. bouche va bouger, mais le reste ne bougera plus. Euh, on peut conclure aussi avec les matériaux de fabrication. J'en ai parlé un peu. Les plus communes, évidemment, c'est le graphite. C'est le plus répandu. C'est des cannes qui sont relativement légères, même très légères avec les nouvelles technologies qu'on retrouve sur le marché. C'est des cannes qui sont puissantes aussi, fragiles, évidemment. Faites attention à, comme tu dis, les portes d'auto ou même des micros, juste des micro-chocs là, permanents sur un endroit en particulier de votre canne qui fait à un moment donné que vous ferrez un poisson, puis vous ne savez pas pourquoi, mais la canne a cassé. C'est peut-être juste parce que vous l'avez accroché quelques jours avant. Les cadres en fibre de verre qui gagnent quand même en popularité de plus en plus, je trouve, qui sont un peu plus lourdes, mais c'est des actions qui sont complètement différentes d'une canne en graphite. Je vous invite à en essayer une. Souvent, c'est des actions qui sont médium lentes, mais c'est des cannes qui sont quand même très puissantes. Il y en a qui se font même pour le tarpon, des cannes en fibre de verre. Fait que je vous invite à jeter un coup d'œil sur les compagnies qui font des cannes en fibre de verre. Le carbone, que je trouve intéressant, il est un petit peu plus léger que le fibre de verre. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Plus fragile, par contre. Mais souvent, on va retrouver ce type de canne-là pour les cannes à truite, où est-ce qu'on veut vraiment une présentation parfaite. C'est des actions qui sont délicates. Je les recommande. Puis, auparavant, on en a encore d'ailleurs, mais il y avait des cannes qui étaient faites en bambou pour les puristes. C'est des actions qui sont super lentes, puis qui sont évidemment très peu répandues avec l'arrivée du graphite de nos jours. Par contre, encore là, pour les maniaques de lancer, là, comme moi, essayer une canne en bambou, là, ça peut vous intéresser parce qu'il faut vraiment ajuster notre lancer en conséquence, vraiment pas forcer, y aller doucement. Fait que ça peut être intéressant à essayer. Fait que ça serait définitivement pas une canne pour moi, là, le bambou, là. Mais écoute, Raphaël, euh, les deux, moi, ma question, c'est carbone, graphite, côté légèreté, mais c'est les deux fragiles. Bon, une versus l'autre, là. Quand je regarde les comparatifs, là, Relativement lentes. Ils ne sont pas capables de faire des actions de pointe comme on trouve dans le graphite. Fait que c'est OK? pour ça qu'on va les utiliser principalement dans des petits calibres pour la pêche à la truite. Vous allez voir souvent des cannes en carbone de 7 pieds, 7 pieds et demi, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Fait que principalement, ça va être leur range là, pour la truite. Vous ne retrouverez jamais ça à la pêche au saumon. OK, parfait. Donc, j'espère que ça l'a quand même un peu démystifié les cannes. Ben, écoute, c'est sûr que moi, en tout cas, minimum,
ça m'a appris des choses, ça m'a certainement confirmé des choses que je pensais. Malheureusement, bien que j'ai des choses ça fait longtemps qu'ils sont confirmées dans ma tête, ma mémoire musculaire, elle, ne change pas. Fait que je continue à forcer comme un gorille, puis je continue à overloader mes cannes. Mais ça, un jour, j'aurai des gens qui seront capables de me corriger. Est-ce qu'on a des questions, Patricia, pour Raphaël? Certainement qu'on a des questions pour Raphaël. Une de Yves. Selon toi, le budget moyen pour une personne qui veut commencer à la mouche, tu sais, un kit là, de base débutant, canne. Il y a les débutants qui savent qu'ils vont pêcher toute leur vie, qui vont aimer ça directement. Puis il y a les débutants qui veulent tester, savoir s'ils ont un intérêt pour la pêche à la mouche. Si vous êtes pas certain, il y a des kits qui vont se vendre en magasin, qui vont être toutes déjà faites, qui sont relativement abordables. Dans le kit, il va y avoir la canne, le moulinet, la soie. Vous pouvez vous en tirer aux alentours de 300 pour tout le kit. Si vous êtes certain d'aimer ça, puis que c'est quasiment déjà une passion pour vous, la pêche à la mouche, ben, je vous recommande d'acheter peut-être un ensemble qui va être tout séparé. Canne, moulinet, aller chercher un petit peu plus de qualité sur la soie, parce que comme j'ai souvent dit dans l'année passée, pardon, dans mon autre clinique, ben, les soies sont cruciales dans le balancement d'un équipement. Si vous allez chercher une soie de meilleure qualité, vous allez vraiment l'apprécier. Ça, on tourne aux alentours environ de 450 à 500 là, on devrait réussir à s'en sortir dans ces eaux-là. Mais Raphaël, juste pour faire du pouce là-dessus aussi, une option pour quelqu'un qui débute, qui veut acheter quelque chose qui a peut-être une petite meilleure qualité, il y a l'option usagée, là, parce qu'il y a des gens comme moi là, qui ont la maladie mentale de virer mes cannes là, aux 2, 3 ans. J'ai comme une rotation. Fait que souvent, je revends des cannes qui ont juste servi, là, je ne sais pas, là, ça n'a pas servi une centaine de fois. Là. Fait que ça peut devenir des options intéressantes pour les gens qui débutent, là, à un prix qui est intéressant. Là. Absolument. Si vous achetez usagé, la seule chose que je vous dirais, c'est peut-être de juste bien vérifier l'état de la soie pour être certain qu'elle est correcte. Parce que des fois, acheter une soie usagée puis que la soie est un peu maganée, ça va peut-être souffrir sur vos performances. Là, vos performances vont en souffrir, pardon. Donc, mais oui, ça peut être un excellent choix d'acheter usagé. Mais la soie n'étant pas la partie, ben, en fait, c'est une partie critique, mais la moins dispendieuse du kit. Là. Fait que une bonne soie, là, en bas de 125-150$, tu t'en sors quand même assez bien. Là. Absolument, oui. Je vous dirais, Euh, si vous avez oui, une vas-y. partie de l'équipement qui devrait être un peu plus, qui est à négliger, en fait, là, c'est peut-être le moulinet, à part si vous allez peut-être au saumon, mais même à ça, euh, c'est mieux d'investir un bon montant sur la soie, un bon montant sur la canne, puis le moulinet, de choisir quelque chose qui va être convenable, mais qui n'est pas exagéré, là, si vous avez un budget qui est limité. Oui, tout à fait. Patricia, prochaine question? Oui, une question de Olivier. Est-ce possible de pêcher avec une canne de type P pour le brochet? Euh, non, j'ai déjà vu des lanceurs pêcher en switch. En spé, je dirais que non. J'ai jamais vu ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je l'ai jamais vu. Par contre, j'ai déjà vu des pêcheurs de masquinongés et de brochets utiliser des très grosses mouches avec des soies switch, des soies qui sont quand même conçues pour la cause, là. Par contre, ils ne faisaient aucun lancer roulé. Étant donné que les mouches sont très grosses, ça ferait une trop grosse résistance pour faire un lancer avec un ancrage sur l'eau. Donc, ça va être des lancers overhead, exactement, qui se font très bien. Même à l'aspect, souvent, ça se fait quand même bien, là, des lancers overhead. Mais oui, on pourrait en faire avec des cannes switch. C'est très peu commun, par contre. Là. Il y a quand même certaines limitations qu'il faut considérer. Des fois, au brochet puis au masquinongé, on aime faire des figures en 8 à la fin de notre lancer. Une figure en 8, en fait, c'est tout simplement de plonger la canne dans l'eau puis de faire un 8 pour continuer de donner de l'action à la mouche.
avec une canne de 11 pieds, ça se peut que ça pogne dans le fond une fois de temps en temps. Fait que je vous conseille plus une canne de 9 pieds, c'est pas idéal, mettons. Prochaine question, Patricia. Question de Frédéric. En parlant de canne spé, en fait, pour la pêche au saumon, est-ce que tu recommanderais plus une canne spé ou switch? Ah, la fameuse question. Si tu débutes, à mon avis, il y a probablement des opinions différentes là-dessus, mais je considère qu'une canne spé est plus facile à maîtriser au départ qu'une canne switch. La raison, c'est un fondement du lancer roulé, en fait, c'est que plus que la canne est longue, normalement, plus que c'est facile d'effectuer des lancers spé et lancers roulés. Donc, une canne switch qui a 11 pieds versus une canne spé qui a 13 pieds, en principe, ça va être plus facile lancer spé, apprendre à lancer spé avec une 13 pieds. Euh, Ensuite, pour nos rivières qu'on a, à part peut-être en début de saison où est-ce que là, je vois vraiment la nécessité d'avoir une canne spé de 13 pieds et demi, la plupart du temps, les cannes switch vont quand même convenir à nos rivières au Québec. Euh, donc, je pense que la réponse, c'est si tu commences, j'irais vraiment avec une vraie canne spé de 13 pieds et demi en style scandinave, qui est un style qui est parfait pour commencer puis pour pêcher le saumon atlantique. Mais éventuellement, ça pourrait être aussi un avantage d'avoir une canne spé switch qui est un petit peu plus légère pour toi pour pêcher toute la journée avec ça. En condition, on oublie des fois qu'on est au mois d'août, les rivières sont basses, puis oui, des fois, l'accessibilité aux rivières est limitée à cause qu'il y a beaucoup d'arbres, puis c'est difficile à lancer. Mais une canne switch dans ces situations-là où est-ce que les distances sont moins élevées qu'en début de saison, ça peut être intéressant comparativement à une canne de 13 pieds qui serait peut-être qui serait peut-être exagérée. Effectivement. Patricia, prochaine question. Oui, une question de Marc-André. Les cannes pour l'eau salée, est-ce que tu as des recommandations spéciales? Je n'irai pas avec des recommandations de marque en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cannes qui sont normalement conçues pour l'eau salée sont normalement un petit peu plus rapides. Il y a deux raisons à ça. La première raison, je vous l'ai dit tantôt, c'est pour affronter des conditions assez intenses comme le vent. L'autre chose aussi, c'est pour la maîtrise du poisson pendant le combat. On n'a pas abordé cet aspect-là parce qu'on aurait pu en parler longuement pendant peut-être même une demi-heure. Mais il y a deux portions à la canne. Il y a deux sections à la canne. La section du bas qui est vraiment conçue pour combattre le poisson, puis la partie du haut qui est faite pour l'action de la canne, pour lancer la soie. Euh, les cannes saltwater, normalement, la portion du bas va être très, très, très rigide, très forte pour réussir à maîtriser les poissons qui sont très forts dans le sud. Un saumon, c'est fort. Les poissons du sud sont très, très, très forts. Fait que c'est assez impressionnant. Là. Je pense, Normand, tu peux en témoigner. Là. Fait que des fois, Tout ça à prend fait. une canne qui est capable de contrôler un peu, un peu la game. Là. Tout à fait. Prochaine question. La prochaine question, en fait, Normand, elle est pour toi et je Ah. l'adore. C'est de Jean-Philippe. Normand, avec quelle canne as-tu pêché l'été dernier pour être sûr qu'on ne se procure pas celle-ci? Ah, j'ai tellement hâte d'oublier l'année de... J'ai tellement hâte d'oublier l'année 2021. En fait, je pense pas que c'était l'équipement, mais l'année dernière, c'est clair que le mot d'ordre, c'était on me demandait sur quelle rivière que je pêchais pour s'assurer d'éviter cette rivière-là. Parce que la minute que j'arrivais sur une rivière, il ne se passait plus rien. Bonne nouvelle, pas juste pour moi, pour les autres aussi, mais ça a été pas mal l'histoire de mon été 2021 et j'en subis encore les conséquences sur les réseaux sociaux. Raphaël. En fait, j'ai une question d'Anne-Marie. Là. Avez-vous des références pour un cours technique? Peut-être que tu peux parler un peu de codage que tu fais avec cette entreprise-là, Raphaël. Oui, écoute, premièrement, il y a plein de super bonnes écoles là, au Québec là, qui peuvent être suggérées. Euh, Écoute, il y a Codal aussi qui est mon entreprise qui est l'école de pêche Codal là, avec qui je suis avec Carl Béliveau et Philippe Charon. On offre des cours pratiquement dans toutes les régions au Québec. On a des instructeurs un peu partout, fait que ça peut être une bonne référence pour toi, je pense. Mais
Puis, tu sais, si on pousse un peu plus loin, là, prendre un cours, à mon avis, c'est un investissement, là. On voit des fois des évolutions, là. Ça fait des fois, la personne, ça fait 5 ans qu'elle pêche à la mouche. Puis des fois, en 2 heures, on est capable de la faire avancer, de la faire évoluer de 2 ans facilement, là. Fait que des fois, c'est des petits détails qui vont vous faire débloquer un paquet de choses qui va vous amener un peu plus loin. Excellent. Prochaine question. De Michel, pourquoi on choisirait une canne spé de 13 pieds plutôt qu'une de 15 pieds? Très, très bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la longueur de la canne spé est proportionnelle à la longueur de la tête qu'on lance. Donc, si vous allez dans des cannes de 15 pieds, par exemple, normalement, ça va être des cannes qui sont principalement conçues pour lancer des long heads, des têtes très, très longues. C'est quoi une tête longue? Une soie qui a un belly qui est très long. On peut parler d'environ 75 pieds, un long belly à pêche au lancer spé. C'est très peu recommandé pour le type de rivière qu'on a. Les rivières, on pêche normalement, comme je dis, les distances qu'on pêche, c'est 50, 60, 75 pieds. Tantôt, j'ai parlé du style scandinave. Le style scandinave, c'est principalement des cannes de 13 pieds, 13 pieds et demi qu'on va retrouver. Les têtes sont évidemment plus courtes si on respecte ce que je viens de dire. Ça va être des têtes d'à peu près 38, 40 pieds. Puis ensuite, il y a le style Skagit. Le style Skagit, la tête est encore plus compacte. On est capable de lancer des mouches un peu plus lourdes, plus lestées. Mais les cannes, souvent, on va voir des cannes de 12 pieds et demi, c'est pas rare, étant donné que les cannes sont un peu plus courtes. J'espère que ça répond à la question. Fait qu'une canne de 15 pieds au Québec, si c'est pour aller chercher un écureuil l'autre bord de la rivière, ça fait bien, mais autre que ça, c'est pas recommandé. Prochaine question. Oui, elle nous vient de Serge pour la pêche à la truite en lac. Quelle longueur de canne et de poids de la soie tu recommanderais? C'est une belle question. Je te dirais, la réponse simple, ce serait une canne de peut-être une 9 pieds, soit 6, qui est très polyvalente dans le monde de la pêche à la truite, aussi qui va permettre d'affronter le vent quand on va vouloir lancer. Le numéro 5 pourrait très bien faire. Après ça, est-ce que vous allez faire de la traîne avec? Des fois, les cannes un petit peu plus rapides pour faire de la traîne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coup que la soie est rentrée dans l'eau, elle a plus de résistance. Fait que si la canne est trop molle, ça peut être dur sur le ferrage, puis ça peut être difficile de bien faire cette technique-là de traîne. Fait que j'aurais tendance à dire qu'une 9 pieds, soit 6, ou une 8 pieds et demi, soit 5, ça pourrait être parfait pour vous. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'il y a un paquet de facteurs. Si c'est des toutes petites truites, ben, peut-être qu'on peut réduire un peu le calibre de la canne pour avoir plus de plaisir. Mais je pense que ça peut être un bon choix, là, une 5 ou une 6, de 9 pieds. Là, je pense que c'est bon. Puis au-dessus de 9 pieds, de toute façon, généralement, quand on est en lac, on pêche en embarcation. Fait que le dégagement nécessaire n'est pas si important. Là, fait que pas obligé d'aller à des cannes plus longues que 8,5, 9 pieds. Là. Merci, Raphaël. Prochaine question. En fait, j'aurais une dernière question pour toi qui nous vient de Marc. Là, en termes de garantie pour les cannes, des fois on s'y perd. Est-ce que tu aurais une marque de canne là, particulière que tu nous recommanderais pour les garanties ou quel type de garantie qu'on pourrait avoir avec notre canne? Il faut faire attention, les garanties. J'ai pas de marque, là, je nommerai pas de marque. La plupart des compagnies se maintiennent entre eux avec la même gamme de garanties. Vous allez avoir souvent des entrées de gamme qui vont être garanties 1 an ou peut-être 5 ans selon les compagnies. Il faut faire attention, une garantie, c'est garantie contre des bris, des défauts de manufacture, hein. Ça, il faut faire attention. Ouais. Autrement, je vous dirais, toutes les compagnies qui se respectent présentement offrent des garanties qui appellent à vie, qui est normalement de 25 ans. Normalement, après 25 ans, la canne est désuète, pas à peu près, là. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça une garantie à vie. Puis, selon les compagnies aussi, ben, il va y avoir des frais à débourser pour la réparation de la canne. S'ils voient vraiment que c'est un défaut de manufacture, puis que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui est arrivé avec la canne, normalement, ils vont remplacer sans frais. Vous allez payer l'expédition, puis ça va être remplacé.
Mais la plupart du temps, écoute, je ne sais pas Normand, toi, mais moi, toutes les fois que j'ai cassé une canne, j'avais quelque chose à voir là-dedans. Fait que- Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, non, effectivement. Non, puis généralement, 9 fois sur 10, c'est le type qui casse, là. Bon, j'ai déjà vu d'autres affaires comme des gens qui mouchent trop puis qui viennent qu'à user leur anneau, là. Ça, j'ai déjà vu ça, là, mais je sais pas si tu Euh, le connais, là. je ne connais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Puis, mais tu sais, j'en ai pas parlé des garanties. Puis c'est pas vraiment un facteur personnellement que je regarde quand que je vais sélectionner une canne. Normalement, une bonne canne vient dans une compagnie qui se respecte et il y a un bon système de garantie qui est en place. Puis ça ne devrait pas être une inquiétude. Non, puis on parle de cannes, là, dans des cannes de qualité, là, des cannes de 6, 700, 800 jusqu'à 1000, 1100 pièces. Et les garanties qu'ils donnent, comme tu dis, d'habitude, il y a des frais qui sont quand même minimes. Là. On parle d'une cinquantaine de pièces US. Ils vont te renvoyer. Il y a des compagnies qui vont t'envoyer tout simplement si c'est une canne à 4 sections, ils vont t'envoyer la petite section du type qui est cassé. Comme je disais, 9 fois sur 10, c'est le type qui casse. Il y en a d'autres, tu vas les envoyer, puis ils vont même te la remplacer pour le kit. Mais généralement, on parle de frais qui sont quoi, 50, 70 pièces. C'est comme dérisoire si on compare la valeur du produit que tu as acheté. Fait que tu as raison, là, toutes les compagnies qui se respectent, quand tu achètes une canne dans ces gammes-là, ça finit par se ressembler, bonnet bleu, blanc bonnet. Là. Est-ce que ça complète les questions, Patricia? On aurait une dernière de Jean-Philippe encore. Une canne pour un enfant en bas âge, là, 10 ans et moins, qui voudrait commencer au saumon. Qu'est-ce que tu conseillerais? 10 ans au saumon, une Switch, ça pourrait être génial. Je pense que la meilleure réponse que je pourrais donner, il pourrait faire des lancers roulés avec ça, qui est la base de n'importe quel lancer, qui est un lancer super important pour un moucheur. C'est relativement facile de lancer avec des cannes spé quand on connaît un peu les bases. Fait que ça pourrait être une idée. Sinon, autrement, j'aurais pas tendance à dire qu'une canne de 9 pieds numéro 6, numéro 8 ou numéro 9 serait adaptée parce que je pense qu'il y aurait de la fatigue qui se créerait. Par contre, c'est pas vrai parce que souvent, ils vont quand même utiliser leurs deux mains, les enfants de bas âge. Là. Fait que, quitte, allez pas vers une canne qui est trop légère parce que les numéros 6, ils n'ont normalement pas de pommeau, de fête, d'embout de combat en français. Ouais. Donc, j'irais avec une canne numéro 7 ou une Switch. Puis avec la canne numéro 7, il va être capable d'agripper le pommeau puis de faire des lancers avec ses deux mains, ce qui est très, très, très important. Sinon, il n'aimera pas ça ou il va se blesser, il ne sera juste pas capable de lancer. Fait que je vous dirais, finalement, la réponse, c'est soit utiliser une canne Switch ou soit peut-être une canne pour adulte, mais que lui, il va prendre avec ses deux mains. Ça, c'est super important. Excellent. Écoute, Raphaël, super intéressant. J'imagine que les gens ont trouvé ça aussi super intéressant. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Là. Écoute, j'en apprends à tous les fois. Fait que là-dessus, merci. Et puis, si on a d'autres questions, ben, on te les enverra par Messenger, tiens. Oui, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Puis merci de l'invitation. Ça a vraiment été un plaisir à soir de vous jaser. Toujours le fun de jaser, Raphaël. Merci. Bon, ben écoutez, gang, moi j'ai trouvé ça super le fun. À ce moment-ci, j'aimerais ça de nouveau remercier nos partenaires qui rendent cette soirée possible, la semaine en fait, qui est le ministère Forêt, Faune et Parcs, qui est Yeti, les Mouches Neptune, les produits Timberfins, la Distillerie de Québec et WSP. Sur ce, merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Demain, on se revoit dans la thématique nos voyages de pêche. On va parler de voyages de pêche, ce qui risque d'être fort intéressant. Genre de formule podcast modifiée
cause de la foutue pandémie. On est encore dedans, mais on va essayer tant bien que mal là, d'avoir une genre de formule podcast avec nos invités. Ça risque d'être fort intéressant. On a des gens assez diversifiés des quatre coins du Québec, je pourrais dire. Fait que soyez-y en grand nombre. Alors, là-dessus, mesdames, messieurs, bonne soirée.